Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV vous présente votre magazine Éducation financière. Bienvenue à tous et à toutes. Elle peut réduire l'homme libre que nous sommes en esclaves. Plus elle s'accroît, plus elle a le pouvoir de chambouler tout notre business plan. Je parle bien sûr de la dette. Gestion de la dette, on en parle dans ce nouveau numéro d'éducation financière avec Monsieur David Gatté, conseiller en éducation financière. Et ce sera tout de suite après. Bonjour Monsieur David Gatté, comment vous allez? Bien, merci, heureux de vous retrouver. Pareil. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dette et comment éviter le surendettement. Mais sans plus tarder, quelle est la définition concrète de la gestion de la dette? De la dette. Oui. La dette elle-même. La dette elle-même. Bon, la dette, je pense que ça se comprend très simplement, c'est lorsque nous devons de l'argent à quelqu'un. Soit une personne, soit une institution. Où nous avons effectué un achat ou des dépenses avec de l'argent qui n'est pas le nôtre, où nous avions prévu dans un accord initial De rembourser et nous ne sommes pas capables de le faire et ça devient une dette. Les gens utilisent aussi l'expression dette pour parler de tout ce qui ne les appartient pas parce qu'ils n'ont pas fini de payer. Alors vous pouvez considérer tout ce que vous avez pris à crédit comme une dette. Y a-t-il plusieurs types de dettes? On pourrait le dire ainsi, mais je dirais plutôt que les dettes dépendent de la source à laquelle vous avez créé cette dette. Si c'est une dette entre amis, si c'est une dette avec une institution, comme on l'a dit, si c'est une dette que vous avez héritée dans certains régimes, il y a aussi des dettes que vous pouvez hériter. Si vos parents étaient endettés, il y avait une hypothèque sur peut-être un bien et ça reste quelque chose que dont vous prenez la responsabilité et vous devez continuer les échéanciers où vous devez rembourser. Est-ce que je suis dans l'obligation de rembourser une dette qui ne m'appartient forcément pas? Et comme je le dis, ça dépend de la situation. Je vous donne l'exemple qui est un peu populaire ici. Lorsque les gens veulent faire des prêts chez certaines institutions financières, il vous est demandé d'apporter des personnes qui se constituent en caution solidaire. C'est-à-dire que vous êtes le prêteur, mais vous n'avez pas assez de garantie pour que la banque ou la microfinance vous remette l'argent. On vous demande d'apporter deux amis qui peuvent signer et dire que ils vous connaissent dans la société, vous êtes une personne qui pourra rembourser, mais au cas où ça chauffe, on peut aussi les solliciter. L'idée derrière certaines de ces formules, c'est de faciliter le prêt, parce que quand même, si vous n'êtes pas solvable, la banque ou la société de microfinance a besoin de ses intérêts. Mais une fois que vous n'arrivez pas à payer, on se retrouve dans l'obligation d'attaquer cette personne-là. On se retrouve dans l'obligation d'impliquer ces personnes. On les implique d'abord en les demandant, selon les structures bien sûr, mais on les implique d'abord en les demandant de voir ou de vous accompagner, d'aller voir ce qui se passe si vous n'arrivez pas à payer, si vous pouvez rembourser. Sinon, comme ils se sont constitués en caution, une caution, vous comprenez le mot, la caution c'est l'argent, si on parle juste de l'argent, quand on loue une maison, la caution, c'est l'argent qui est disponible lorsque vous ne pouvez plus payer et on creuse dedans. Alors, si vous êtes constitué, ou une personne s'est constituée caution solidaire pour vous, lorsque la personne qui doit rembourser n'arrive plus à rembourser à partir d'un certain nombre d'échéanciers, la caution est réclamée chez le cautionnaire. Et il se retrouve dans l'obligation de contribuer au remboursement de cette dette. Et comment prioriser le remboursement des dettes? Bien, prioriser le remboursement des dettes. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous avons pris un exemple. On va essayer de jouer un peu avec cet exemple-là. D'abord, la dette elle-même, elle se contracte parce qu'on a besoin de quelque chose, mais on n'a pas les moyens de l'acheter. D'accord. Oui. Et comme vous l'avez déjà sûrement entendu de moi, j'ai dit toujours, il faut planifier. Alors, il faut vérifier d'abord si ce qu'on veut acheter, c'est un besoin
ou c'est quelque chose dont on a envie. Ou des caprices. Ou des caprices. Le plus criant chez les jeunes, c'est la moto et la télévision, plasma, Télévision. la télévision, grand écran, Android, Est-il 4K. nécessaire de s'endetter pour une télévision? C'est ça, maintenant, c'est la bonne question. Le comportement du consommateur, on ne le définit pas. Nous sommes tous des consommateurs. Je ne sais pas à quel moment vous décidez d'acheter une mèche plus chère qu'une autre mèche. Alors, de la même façon, nous nous retrouvons devant des situations où nous voulons faire des achats, mais des fois, nous n'arrivons pas à déterminer si cet achat vaut la peine de dépenser autant. Et des fois, c'est pas pour des achats qu'on s'endette, mais c'est pour solutionner des problèmes. Il m'est arrivé d'avoir une histoire où un monsieur essayait d'aider son frère, qui est taximan, et a dû prendre une voiture en son nom, prendre un prêt pour acheter une voiture en son nom, et a remis la voiture à son frère taximan, qu'il puisse avoir un boulot. Pour qu'il puisse avoir un boulot. Malheureusement, après moins d'un mois, la voiture a eu un accident. Il n'est pas vraiment dans un La voiture ne peut pas rembourser l'argent. Le monsieur qui a pris l'argent ne peut pas non plus rembourser. Ne peut pas trouver l'argent parce que c'était sur ce modèle qu'ils avaient décidé de prendre le prêt. Alors, quand nous regardons les situations d'abord dans lesquelles nous contractons des dettes, il est possible que certaines situations pouvaient avoir été évitées. Maintenant, il est de la responsabilité de chacun de faire attention, de savoir dans quelle dette ou dans quel prêt, d'abord, il s'engage. Parce que, comme vous l'avez dit, même en tant que cautionnaire, vous pouvez devenir endetté. Alors, maintenant, pour gérer ces dettes, parce que je reviens à la question, qui était comment gérer les dettes, c'est ça? Oui. Gérer ces dettes, prioriser le remboursement des dettes. Normalement, quand vous devez à quelqu'un, vous avez fait un plan de remboursement. Oui, mais pas forcément, c'est pas tout le monde qui arrive à faire un plan de remboursement. Oui, le plan de remboursement, d'abord, vous êtes imposé au moment où vous contractez ce prêt. Parce que il y a aucun prêt qui est remis sans avoir un échéancier. Même si vous avez des mois pour commencer à zéro, il y a des échéanciers. Alors, d'abord, il faut être conscient des contrats qu'on signe. Parce que l'éducation financière, ce n'est pas la formule toute faite qu'on vous plaque. C'est des rappels. Ce sont des rappels comme l'éducation dans d'autres domaines également. Ce sont des rappels qu'on vous donne. Soyez conscient que si vous avez des dettes et si vous avez accepté signer des échéanciers, vous devez faire l'effort de signer des échéanciers et de respecter ces échéanciers. Maintenant, certains organismes vous diront que lorsque vous savez que vous ne pouvez pas atteindre ces échéanciers, informez d'avance afin qu'il n'y ait pas de remue-ménage et que vous ne soyez pas trop anxieux. D'autres préfèrent se taire et ensuite gérer l'anxiété plus le stress qui vient avec le fait que les échéanciers ne sont pas respectés. Alors, la dette, d'une part, est quelque chose qu'on ne peut pas planifier à 100%. Parce que, dans le cadre de notre ami, qui a de bonne foi acheté une voiture pour son ami et se retrouve endetté, on n'y peut rien. Ça devient une charge qui retombe sur vous et vous devez voir dans quelle autre ligne budgétaire vous pouvez sacrifier pour rembourser cela. Maintenant, dans certains cas, peut-être il y a des assurances qui sont mises en place lorsque vous contractez la dette et que l'objectif de la dette est bien défini et que cette assurance peut vous accompagner dans le remboursement. Mais souvent, c'est pas des assurances qui remboursent une grande somme. Oui, une grande somme, c'est des petites sommes en général. Et ces petites sommes, bon, est-ce que ça dépend de votre poids, l'assurance, des sommes que l'assurance paye? Est-ce que ça dépend de ce que vous réussissez à générer? Je pense que quand vous constituez un dossier pour prendre un prêt, on a souvent l'expression bancable. Vous essayez de montrer à celui qui vous prête que vous êtes capable. Alors, je n'ai pas les spécificités et les différentes indications dans les propositions de contrat pour avoir des prêts chez des institutions de microfinance, mais il y a sûrement
un calcul qui est fait pour estimer que vous êtes capable de prendre le prêt. D'autres personnes, sachant bien qu'ils n'arrivent jamais à atteindre ces conditions, se tournent vers des usuriers qui ont aussi des moyens de coercion, de pression, dont ils maîtrisent le jeu. Et lorsque vous n'êtes pas capable de rembourser chez l'usurier, lui aussi, il a ses moyens de pression. Et y a-t-il des stratégies efficaces pour rembourser ces dettes? D'abord, la première stratégie, c'est de ne pas trop en contracter. D'accord? Il y a un scénario que j'ai eu la chance d'observer il y a une dizaine d'années avec l'arrivée de plusieurs banques sur le marché. Vous savez, au Togo, nous avions avant des banques que je dirais des anciennes banques que tout le monde connaissait. Et après un certain temps, de nouvelles banques sont arrivées. Alors, ce que les gens ont cherché à faire, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle banque qui faisait une promotion pour un prêt, ils faisaient tout pour se faire acheter leur ancien prêt dans une banque pour pouvoir récupérer de l'argent dans l'autre banque. C'est un bon jeu, mais des fois, nous oublions le calcul des intérêts. Parce que lorsque vous faites un achat, ça peut nous serrer le cou. Et je vais continuer en disant, d'abord, vous prenez un premier prêt, ils ont pris des premiers prêts, sans vraiment maîtriser ce que c'est le taux d'intérêt bancaire. Et ça, ils connaissent juste le nombre d'années qu'ils ont remboursé. Des fois, quand vous calculez, vous voyez combien vraiment vous laissez dans les taux d'intérêt. Et vous devez pouvoir regarder ça, comprendre et accepter. Et souvent, les gens se pressent pour signer dès que la banque dit on peut te payer, on peut te donner telle somme parce que tu es capable, avec ton salaire ou avec ce que tu as apporté, tu as montré que tu en es capable. On ne vérifie pas ces petits calculs. Maintenant, vous faites racheter ce prêt par une autre banque. Cette banque aussi, elle fait du commerce, hein. C'est pas un ange gardien. Elle vous donne une facilité de prendre peut-être plus, avec un taux d'intérêt peut-être moins, mais vous faites le calcul, vous perdez quand même. Oui. C'est-à-dire, dans la transaction, il y a de l'argent qui s'envole, là. Il y a des frais de dossier, il y a plein de petites choses qui partent. Maintenant, vous vous sentez un peu coincé, parce que vous avez fait un premier prêt que vous avez fait racheter par une nouvelle banque. Vous êtes en train d'attendre une troisième banque qui s'ouvre pour pouvoir prendre ça et aller vers la troisième banque, ou soit, ce que beaucoup de gens font, et ça, c'est un phénomène observé, c'est pas un phénomène conseillé ou que je dirais qu'on remarque dans un document de conseil financier. Les gens prennent un peu de cet argent, ils repartent en microfinance, ils refont encore un autre dossier et ils prennent un peu d'argent à la microfinance. Ça fait que finalement, en moins de 3 ans ou des fois même en moins de 2 ans, ils doivent à 2 institutions financières. Entourés de dettes. Ça veut dire qu'ils sont entourés de dettes. Pour de bonnes idées, pour des urgences, je ne peux pas dire, mais déjà, ils s'étranglent. Alors, combien reste pour la copote? Combien reste pour les urgences à la maison? Dépendant, bien sûr, du rôle de ce prêt peut donner, si le calcul est bien fait, ou l'argent qui est prêté peut ne pas donner s'il est juste consommé. Mais, quelle que soit la raison pour laquelle le prêt est fait, comprenez que si vous prêtez chez 2 personnes différentes et que vous ne maîtrisez même pas les taux d'intérêt, vous êtes en train de vous mettre dans un rouleau d'étranglement. Et c'est là où le surendettement commence à vraiment agir sur votre capacité même d'être performant au service, d'être équilibré dans votre famille. Et quel signe indique le risque de surendettement? Je suppose qu'il y en a plusieurs. Bon, en termes de signes, lorsque quelqu'un va vers le surendettement, je pense que il est normal qu'il se sente un peu stressé, parce que vous prenez de tous les côtés. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des signes visibles sur une personne quand vous marchez pour dire que vous êtes surendetté. Non. Mais je peux vous dire quand même que si vous avez déjà on peut remarquer cela par une dépression, peut-être, non? Une dépression, je voudrais même pas qu'on arrive là-bas. Ce que je voudrais plutôt dire, c'est que je voudrais qu'on regarde le fait que si déjà 30% de vos revenus sont bloqués par un prêt et vous approchez 40, 50, vous êtes presque en surendettement. C'est 30% encore, 40%, ça veut dire que vous vivez avec 60% de vos revenus. Si vous vivez avec 50% de vos revenus, imaginez, c'est des signes clairs. Si vous êtes déjà à 40%, 45%, c'est des signes clairs que vous êtes un peu dans une situation inconfortable. Et peut-être c'est le moment de faire attention, ne plus contracter de dettes, et même si possible, si une occasion vient, éponger une dette.
Quels sont les recours disponibles pour ceux qui sont déjà surendettés? D'abord, le surendettement n'est pas une bonne situation. Et lorsque les gens sont surendettés, en général, je dirais pas de mesure, mais ils tombent déjà dans l'infraction. Parce que si vous n'arrivez pas à rembourser vos prêts, vous tombez déjà dans le contentieux. On appelle ça le contentieux. Vous devenez un client insolvable et il y a des législations mises en place pour continuer à vous poursuivre, sinon même vous emmener en justice. Alors, quand vous êtes en justice, si vous prenez un avocat, c'est tout. Mais ça aussi, c'est dépenser de l'argent. C'est dépenser de l'argent qui peut vous être encore collé. Mais si vous n'avez pas, peut-être la Cour de justice va vous donner un avocat. Mais ce que je voudrais dire, au fait, pour les personnes qui se retrouvent en situation d'endettement, il faut avoir le courage de négocier honnêtement. Parce que pour une institution ou pour quelqu'un qui a donné l'argent, son objectif, ce n'est pas de vous enfermer. Son objectif, c'est d'être remboursé. Mais malheureusement, certaines personnes ont de très mauvais comportements, et c'est pour ça que cette éducation est très importante. Lorsqu'ils sont endettés, ils montent encore plus. Ils montent plus par souci de se protéger, et ça les crée bien plus de problèmes. Alors, dès que vous êtes dans une situation de surendettement, apprenez à être honnête, essayez de renégocier les échelonnements, les remboursements, si possible, et ça va sûrement vous donner une petite porte. Mais la porte est très fine parce que vous êtes déjà endetté. On vous considère déjà comme quelqu'un qui ne peut pas. Et là, on cherche à voir combien vous avez, quels sont les biens que vous avez, qu'est-ce qu'on peut récupérer. Oui, mais ça arrive souvent quand on a en face de nous quelqu'un qui ne veut pas comprendre la situation. Comprendre la situation, non, mais écoute, même si vous comprenez la situation, supposez que vous avez fait un prêt pour une opération chirurgicale. Et c'est pour ça que de telles émissions sont importantes parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est pour une opération chirurgicale. Vous avez sauvé votre maman, par exemple. Mais c'est un prêt. Vous devez rembourser. Maintenant, vous comprenez, mais vous n'avez pas les moyens de rembourser. Vous vous retrouvez en défaut de paiement et vous n'avez rien pour rembourser. Vous faites comment? Vous avez fait une bonne cause, et là, on vous poursuit. La première chose, c'est communiquer. Voir ce qui est négociable avec la banque, voir si vous pouvez, vous savez, c'est vrai que les structures sont là et tout le monde va selon ce qui est écrit dans le papier, mais des fois aussi, il faut pousser parce que c'est en poussant aussi que certains systèmes s'équilibrent. Peut-être les taux d'intérêt ne sont pas les meilleurs à Lomé, mais si vous savez mettre un peu de pression, il peut, à un moment, avoir une réaction de certains organismes qui comprennent que prêter à des personnes qui sont dans de tels cas, c'est déjà un risque et il faut pas trop les mettre la pression aussi, il faut apprendre à dialoguer pour récupérer l'argent. Mais est-ce qu'il faut forcément s'endetter pour sauver une vie si l'on n'a pas les moyens? Bon, c'est ça, c'est le choix. L'homme reste libre de ses choix, comme j'ai mentionné au début par rapport au prix des mèches. Vous choisissez là où vous voulez dépenser. Mais l'éducation financière vous demande de choisir en pleine âme et conscience. Et vous apprend comment éviter certains pièges. Quand vous avez une banque ou une institution ou même un usurier qui vous promet une somme qui dépasse ce que vous pouvez gagner en 5 ans, sans garantie, faites attention. Ou avec une garantie trop élevée, faites attention. Aujourd'hui, le surendettement se crée très facilement. Vous avez un besoin, je vois que peut-être votre chaîne me plaît, je sais que je peux faire de l'argent avec cette chaîne, bien plus que vous ne le savez, alors je vous remets 3 fois le prix de la chaîne, vous me laissez la chaîne en garantie, sachant que les 3 fois ne sont pas, vous ne pensez pas que c'est trop, vous avez besoin de l'argent, vous le prenez, et lorsque ça ne va pas, je confisque la chaîne. Mais nous avons ces soucis avec plusieurs personnes qui laissent leur titre foncier, leurs documents, C'est pas comme un système de vol? C'est pas un système de vol, c'est un accord. Nous nous sommes entendus. Alors nous n'avons pas volé. C'est comme si vous dites que le supermarché ou la boutique qui arrive à vendre et faire des bénéfices de 100%, où est-ce que vous situez l'abus de confiance?
Parce que je me dis que cette personne a eu confiance en vous, en vous remettant en sa chaîne. Oui, et cette personne aussi a eu confiance en vous en vous remettant son argent. Et l'argent n'est pas rentré. Oui, mais cet argent est peu par rapport à ce qu'il a en garantie. Mais vous choisissez. Il y a l'offre et la demande. Il y a des marchés financiers, il y a des liquidations de temps en temps dans les boutiques où vous allez dire que pendant la liquidation, vous n'allez pas acheter parce que vous connaissez que vous savez que le prix du produit est plus élevé que le prix de la liquidation. Vous prenez l'opportunité commerciale. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'ai vraiment aimé le fait que vous parlez de la dette parce que, oui, j'ai fait un prêt. Je suis endetté. Je fais comment? D'abord, éviter d'être endetté. Maintenant, recours lorsqu'on est endetté, et les recours ne sont pas très nombreux que je sache. Mais c'est plutôt comment négocier et survivre à cette période de remboursement. Dans certains cas, certains prêts ont des assurances. Et je le dis encore, si vous avez par exemple perdu votre boulot et que l'assurance prenait en compte une perte de boulot, vous avez l'opportunité d'être remboursé, des fois même à la totalité selon le contrat d'assurance. Alors, une chose aussi pour éviter de s'endetter, c'est de peut-être vérifier quel type d'assurance il y a derrière le prêt. Surtout quand c'est fourni par un établissement financier. Et deuxième manière d'éviter de s'endetter, éviter d'utiliser les usuriers. Mais est-ce que la dette et est-ce que les entrepreneurs doivent plutôt voir la dette comme un moyen pour eux de se développer ou bien ne doivent prendre cela comme un risque? La dette en soi n'est pas mauvaise si l'objectif est clairement défini et vous savez comment utiliser cette dette. Quand vous parlez de l'entrepreneur a besoin d'un apport en finance qu'il prouve par son business plan et dans le business plan doit intégrer un plan de contingence avec clairement une projection par rapport à son seuil de rentabilité. Et des fois, ça ne tombe pas. Mais c'est pour ça aussi que l'analyste qui prend le dossier de l'entrepreneur évalue le risque et la perception du risque dans ce projet avant que le prêt soit donné. Alors, je dirais à l'entrepreneur, oui, prenez des prêts, mais prenez des prêts sur lesquels vos mises sont soutenues par des données. Vous ne serez pas un coiffeur, vous avez un 2 mètres carrés, vous me dites que vous voulez agrandir votre boutique et vous me demandez 60 millions. 60 millions Par exemple, pour un coiffeur, pour agrandir sa boutique de 2 mètres carrés, je pense qu'il va aller de 2 mètres carrés peut-être à 4 mètres carrés ou à 6 mètres carrés d'abord. Parce que on ne grandit pas en même temps. Même les enfants, tu les prends pas 1 an et après ils ont 18 ans. Le commerce aussi, il y a dans le business aussi une projection de votre manière d'évoluer. Et c'est vrai que des fois, on veut paraître connaisseur, alors on veut quitter le petit projet et faire le grand en même temps. Mais je peux vous dire qu'il y a assez de mécanismes pour observer et pour détecter ces faux projets-là. Alors normalement, lorsque vous vous engagez quand même dans des projets, faites attention parce que il faut pas mettre dans la bouche plus qu'on ne peut mâcher, sinon on ne peut pas avaler. Comment les crédits et les prêts influencent-ils la gestion de la dette? Bon, d'abord, une bonne question. Comment est-ce que les crédits et les prêts Influencent-ils la gestion de la dette? D'accord. Un crédit et un prêt, c'est presque la même chose. Sauf quand on vous l'explique par rapport aux conditions qui sont derrière. Alors, vous prenez plus de crédit, vous prenez plus de prêts, c'est clair que vous avez plus de dettes. Alors, je ne dirais pas que influence l'autre, à la conséquence de l'autre. Plus de crédit veut dire plus de dettes potentielles. Sur quoi doit-on se baser avant de faire un prêt? D'abord, être réaliste. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le prêt? Est-ce qu'on est capable de rembourser ce prêt? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi de l'abus de confiance si vous voulez prendre de l'argent que vous savez que vous ne pouvez pas rembourser. On dit l'argent est le nerf de la guerre. Mais souvent on se dit que je suis sûr de le rembourser dans 1 an, 2 ans. Oui, et là il faut prouver ce que vous voulez dire par sûr. Parce que souvent on prend un prêt
pour peut-être agrandir un business ou bien commencer un business. Combien de personnes prennent de prêts avec un business plan? D'accord, c'est ça. Si votre prêt que vous prenez n'est pas assez bien documenté, la raison pour laquelle vous prenez le prêt n'est pas assez bien documenté, il y a un risque. Ce n'est pas pour rien aussi que le remboursement a des échéances. Parce que le prêt n'est pas fait pour vous absorber. Le prêteur veut éviter l'endettement. D'accord? Celui qui prête aussi veut éviter l'endettement parce que il veut que vous restiez solvable. Alors, si aujourd'hui vous faites un prêt, la personne même qui donne l'argent essaie de vous évaluer. Maintenant, vous, en tant que personne qui veut prêter de l'argent, sachez prêter pour les projets qui en valent la peine ou les urgences qui en valent la peine. C'est surtout ça, parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir 10 000 dans la poche, personne ne va vous demander ou vous forcer d'acheter 3 bières ou 2 canettes. Vous achetez la canette par rapport à comment vous avez planifié d'utiliser votre 10 000 francs. Et c'est la même chose avec le prêt. Quand vous voulez prendre le prêt, personne ne vous force de prendre une certaine somme. Il est vrai que nous avons remarqué dans des pays comme les nôtres que des fois, le partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, influence l'autre pour prendre un prêt en son nom, comme on a fait, comme le bienveillant frère a fait pour la voiture. Et avec cela, l'autre partenaire ne consomme pas bien le prêt, ne l'utilise pas bien, et ensuite, ça devient une dette. Il y a des situations sociales qui influencent également cela. Et c'est là où le dialogue est très important. Lorsque votre prêt est directement influencé par une autre personne, il faut savoir dialoguer. Il faut savoir vraiment pourquoi vous prenez l'argent pour cette personne. Même si c'est votre parrain, votre mère, votre enfant. C'est ça. Mais vraiment, le surendettement, c'est lorsque vous sentez déjà que vous êtes en train de dépasser Les 40% de vos revenus. Sinon même bien plus. Il y a des gens qui vivent avec rien. Parce qu'ils ont tout, ils ont prêté tellement partout. Il y a ce que les finances voient à travers les banques voient. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. Quand vous prêtez chez des collègues d'église, vous faites des tontines à gauche à droite, on dit Josso, je pense. Oui. Vous faites des tontines à gauche à droite, vous vous retrouvez sans la tontine à un moment. On dit que quelqu'un a pris avant votre tour et c'est parti. Vous-même, vous avez pris après. Vous n'arrivez pas à rembourser. Il est vrai qu'on a besoin de revenus. Nous avons tous besoin d'argent. Mais attention aux contrats que nous signons, que ce soit des contrats de service dans des institutions ou chez des personnes en qui nous avons confiance. Et je pense que cette émission n'est pas pour dire que la dette est mauvaise, mais pour rappeler aux gens de faire attention et que le surendettement peut conduire à une très mauvaise qualité de vie. Mais quand on se retrouve à être endetté de tous les côtés, comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce que tout le monde doit attaquer au même moment ou je ne sais pas? Nous ne sommes pas un consortium de prêteurs chez une personne. Et vous allez remarquer cela dans certains quartiers, les bonnes dames, des messieurs qui se voient acculés de plusieurs les organismes de microfinance qui les cherchent. Ils sont jamais à la maison, oui, alors qu'ils sont dans le garage ou dans la douche en train de patienter calmement que les personnes repartent. Malheureusement, c'est vous qui avez prêté. C'est vous qui avez donné vos échéanciers. Moi, je vous dirais, vous prêtez chez différentes personnes, donnez différents échéanciers. Donnez des échéanciers que vous pouvez supporter. Ne dites pas, ne soyez pas le yes man, oui, parce que vous voulez que l'argent rentre. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas venir réclamer ce que vous les devez. Mais dans ce cas, il y en a qui se retrouvent à même fuir. C'est pour ça que nous avons cette émission, pour rappeler aux gens qu'il n'est pas trop tard pour ceux qui n'ont pas encore fait ça. Sinon, vous allez fuir. Est-ce qu'on peut faire un prêt? Et on va vous retrouver, pardon. Vous allez fuir, mais maintenant on va vous retrouver. Parce que aujourd'hui, avec la digitalisation, pratiquement, c'est impossible. On peut vous retrouver, on peut toujours vous retrouver. Et il y en a même qui sont dans l'obligation, excusez-moi, de se suicider. Éviter de payer. Malheureusement, le surendettement conduit à une dépression, comme vous l'avez dit, et peut conduire à la mort. Mais vous ne le savez pas au moment où vous êtes en train de prêter, parce que vous ne vous êtes jamais mis dans une telle condition. Alors vous ne pouvez pas estimer ce que vous allez ressentir
quand vous vous retrouvez dans une telle condition. Alors, Monsieur David Gaté, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant, quel conseil ou bien qu'avez-vous à dire à quelqu'un qui se retrouve là, peut-être dans sa maison et qui a des envies d'aller peut-être faire un autre prêt? Bon, on ne se lève pas par envie pour faire un prêt. Merci d'avoir dit ça. On ne dit pas j'ai envie de faire un prêt. Vous avez un projet et le prêt accompagne ce projet. Alors je dirais à cette personne, définissez d'abord ce projet. Vérifiez si ce projet en vaut la peine. Réfléchissez encore. Et raison pour laquelle je dis encore en vie. C'est ça. Renseignez-vous chez diverses institutions financières, pas chez une seule. Comprenez ce que ça engage comme coût et comme pression dans votre budget. Assurez-vous que ça ne dépasse pas 30% de préférence de tout votre budget, c'est-à-dire tous vos prêts ne dépassent pas 30% de votre budget. Mais si vous voulez aller au-delà, préparez-vous à sentir la pression et assurez-vous de pouvoir rembourser parce que nous ne voulons pas, après cette émission, vous voir téléphoner et dire malgré tout cela, j'ai encore des problèmes de surendettement. Et ce serait dommage. Merci beaucoup à vous d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. On espère vous retrouver la prochaine fois. Et d'ici là, surtout, évitez le surendettement. Et à chaque fois que vous voulez faire un prêt, renseignez-vous, revoyez les contours, les alentours avant de vous lancer. Merci et on se retrouve la prochaine fois. Bye. Votre magazine Éducation financière vous a été présenté par Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV.